Eh bien bonsoir et bienvenue sur le Market Insight. C'est Noël Clément qui est donc avec vous, comme chaque soir de la semaine, juste après la clôture du marché européen. Et je suis forcément donc pour commenter ce qui a été l'actualité du jour. Alors XTB a aussi donc mis à jour ces données. Elles vous ont été donc délivrées tout au long de la journée, notamment avec Reda Boutika, avec son GMM de 9h15, avec le live trading. Aujourd'hui, c'était moi. Et parfois, bien sûr, c'est aussi Reda qui s'en occupe. Et le soir, comme là maintenant, donc après 18h30, eh bien, nous sommes ensemble avec le Market Inside. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 avril et nous nous retrouverons dès demain, jeudi. Alors nous parlerons aujourd'hui, comme prévu, du S&P 500, de l'euro dollar et du pétrole. Et demain, nous parlerons du DAX, de l'argent et du cacao. Et avant de commencer, nous allons prendre tout de suite connaissance du rappel légal. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas et en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Et donc nous allons commencer immédiatement sur un graphique. Et une fois n'est pas coutume, j'ai commencé donc sur un graphique qui lui est en horaire, en tout cas en H4, et je vais même redescendre donc juste après, puisque les bougies donc seront un peu plus petites, sur du H1. Donc sur le S&P 500, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous retrouvons les structures qui avaient été dessinées justement donc en unité quotidienne, en daily, avec le fameux ABC, le mouvement donc correcteur à la hausse avec la vague A, à la baisse avec la vague B, et à la hausse relancée avec la vague C qui était proposée donc en direction des 2879. Alors là, l'idée c'est de repasser en une heure, puisque tout à l'heure donc lors du live trading, nous avons abordé un sujet notamment à propos de quelque chose qui avait d'ailleurs retenu l'attention de beaucoup de personnes, pas que chez XTB, qui était donc sur le S&P 500, une structure en épaule, tête-épaule. Donc nous avions ici l'épaule de gauche, elle était tout à fait possible, l'épaule de droite là, et la tête à cet endroit-là. Et donc personnellement, effectivement, je ne l'avais pas validé pour la simple bonne raison que l'idée qui avait été développée hier était que nous avions franchi un seuil important qui permettait justement donc de sortir de toute une zone de congestion et de consolidation. Alors, l'idée justement de cette structure en épaule-tête-épaule, la voici, avec ici la ligne de coup, qui normalement donc devait envoyer avec cette épaule, cette tête et cette autre épaule sur une baisse qui était possible aux alentours donc des 2000, donc 2630, c'était le niveau de consolidation, et donc qui nous envoyait sur les 2508. Or, mon sentiment, la réponse que j'avais donnée donc à ce moment-là, donc c'était que nous avions donc déjà donc ici, bien sûr, déjà une épaule qui était un peu trop haute et que pour l'invalider, il fallait donc qu'elle se situe à peu près donc à ce niveau-là, au niveau des 2700 points. Et il se trouve qu'on y est, et je peux déjà dire donc dès maintenant que cette structure baissière donc ne se fera pas. En tout cas, si elle se fait, elle ne se fera pas donc sur cette base. Et l'idée aussi donc d'avoir cette structure qui pour moi donc n'était pas valable, c'est parce que justement si nous continuons donc à tirer cette ligne de coup qui était donc normalement donc une ligne de coup pour l'épaule tête épaule donc baissière, eh bien elle répondait justement donc à une autre structure qui elle, et nous en avons longuement parlé, d'une structure en tête, en épaule mais inversée, qui veut dire que quand on a une structure en épaule ici, cette zone, avec l'épaule de gauche et l'épaule de droite qui serait donc dans cette zone et ici, puisque c'est une structure complexe, on avait donc d'ailleurs conclu ainsi, eh bien normalement nous avons une projection haussière qui nous enverrait plutôt à la hausse. C'est comme ça que fonctionnent justement les structures en épaule et épaule inversée, à l'inverse de celle que l'on vient de regarder justement donc
pour l'épaule tête épaule en 1 heure. Et également, donc, c'était l'idée que à partir du moment où nous avions donc une structure qui datait du 16 mars à peu près, qui avait terminé donc sa formation puisqu'on avait passé donc au-dessus, aux alentours du 6 avril, eh bien, une telle structure qui dure à peu près 1 mois ne pouvait pas être invalidée par une petite structure qui, elle, par contre, avait commencé le 6 avril et s'est terminée aujourd'hui, donc le 8 avril. Et en remettant donc au centre du débat, eh bien, c'est vraiment David contre Goliath, et une fois de plus, donc c'est Goliath qui a gagné. Ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment. Et également, donc là, ce que l'on peut regarder, on arrêtera là-dessus, nous voyons que la bande Bollinger supérieure, vous commencez aussi à savoir ce que c'est, eh bien, elle commence donc à former une bulle, donc qui est donc une bulle haussière, puisque vous voyez qu'il y a une divergence entre la partie donc de la bande Bollinger supérieure avec la bande Bollinger inférieure. Divergence, ça veut dire que vous avez donc la BB sup qui monte et la BB inf qui descend. BB inf donc aux bandes Bollinger. Et ce qui veut dire que derrière, donc, nous devrions avoir donc une bulle du même type que nous avons donc ici, une première bulle ici qui se fait. Et après, lorsque la bande Bollinger, pour le cas donc présent à la hausse, eh bien, terminera donc de diverger, elle devrait se transformer donc avec des bandes Bollinger parallèles, on appelle ça des ascenseurs. Quand c'est à la baisse, on appelle ça des toboggans. Donc, les stratégies qui avaient été mises en place depuis plusieurs semaines, et d'ailleurs, même hier, on avait même évoqué l'idée donc que l'on allait avoir une baisse du Dow Jones qui allait revenir donc sur ses lignes de coût. Vous pouvez regarder le Market Insight d'hier. Eh bien, ça s'est réalisé. Et d'ailleurs, il y avait même déjà donc le dessin donc qui projetait donc la hausse future qui est en train de se produire pour relancer donc la tendance haussière. Voilà pour le pétrole. C'était également un sujet, c'est assez amusant puisque nous retrouvons encore une fois des structures, c'est incroyable. C'est le festival donc des épaules tête épaules, puisque nous en avons encore une ici. Sauf que là, celle-ci, donc, elle a du sens. Et donc, je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Ici, vous avez donc l'épaule de gauche sur le pétrole, WTI, c'est donc en H1, c'est-à-dire en horaire. Ici, vous avez l'épaule de droite, et ici, vous avez la tête. Et elle a plus de chances donc de fonctionner, cette épaule tête épaule, puisque si je devais faire une recommandation, ce que je ne fais bien sûr pas, puisque d'ailleurs le rappel légal donc l'indique, ça n'est pas ici donc une incitation à vendre ou à acheter, mais si donc à un moment donné donc je devais en faire une, peut-être qu'elle sera faite d'ici là, eh bien elle sera donc au franchissement de cette ligne de coût qui est située entre 23,70 et 23,56. Et donc à ce moment-là, donc on pourra voir donc quelles seraient donc les projections futures. Simplement, si on regarde comment se comporte le pétrole en daily, et là pour le coup, ce que l'on va faire, on va supprimer donc pas mal de dessins pour voir un peu plus clair. Eh bien, on se rend compte que le pétrole, après son rebond, est venu justement dans la zone dont on avait parlé, qui était donc une zone donc relativement résistante. Pourquoi? Parce que tout simplement cette zone-là, c'était auparavant une zone support qui va être dessinée en vert, c'est la couleur de la hausse. Et donc cette zone-là ici donc faisait support. Et à partir du moment où on l'a cassé, on est parti à la baisse. Eh bien, cette zone-là a changé de polarité et est devenue donc une zone résistante. C'est ça ici que je mets en rouge. Bon, je l'enlève parce qu'après donc il y a un peu trop de couleurs. Et l'idée aussi, c'est que nous avions également donc l'hypothèse d'avoir un triangle baissier ici que j'avais validé avec quand même un gros questionnement. Ici, un triangle baissier qui devait nous envoyer donc les prix donc aux alentours du 14 et 17, qui est fait d'ailleurs l'objet d'une recommandation, avec donc une validation au-dessus de 24,50. Et l'idée, c'était aussi qu'on pouvait très bien avoir un biseau descendant qui est forcément à connotation haussière. Et c'est donc le biseau descendant à connotation haussière qui a fonctionné. Le problème, c'est que après donc avoir donc consommé toute son énergie pour repasser donc à la hausse, pour passer de 20 à quasiment 30 dollars, et donc ça veut dire que ça fait environ 30%, hein,
30-40% de hausse, eh bien, on vient donc se cogner sur cette zone d'inversion de polarité, sur la bande Bollinger supérieure. Et si on équipe également donc notre graphique de moyenne mobile et que l'on applique donc la moyenne mobile donc ah bah, elle est déjà appliquée ici à 377 périodes, plus ici à 144 périodes et l'autre à 55, eh bien, lorsque l'on descend justement dans ces unités de temps, c'est-à-dire en une heure, pour revenir là où on était, eh bien, on voit que cette moyenne mobile, donc à 377 périodes, reste furieusement baissière, comme vous pouvez le voir, depuis donc l'un de ces sommets, c'était pas le seul, hein, c'était aux alentours du 7 janvier, quand on était aux alentours des 65 dollars. Donc elle est restée baissière, elle s'est légèrement aplatie, c'est généralement la première phase, hein, avant de repartir à la hausse. Sauf que derrière, nous avions donc la moyenne mobile à 144 périodes en orange, qui ici donc avait fait un non-croisement et donc qui avait à nouveau replongé. Ici, on pourrait imaginer que nous avons le même cas de figure où vous avez donc un non-croisement entre la moyenne mobile à 144 périodes et la 377. Le seul point qui serait encourageant, c'est la moyenne mobile à 55 périodes qui a croisé à la hausse, sauf que à son tour, elle non croise. Donc ça veut dire que il y aurait une grande probabilité de voir une relance baissière, et si effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, nous avons donc cette fameuse épaule, tête épaule, qui menace, eh bien, nous en verrait à nouveau donc sur les mêmes supports que nous avions précédemment. Donc là, ça n'est pas rose pour le pétrole. Surtout qu'en plus, nous avons eu donc des statistiques sur les stocks, hein, et ils sont revenus donc beaucoup plus importants que prévu puisqu'on les attendait à 9 millions et ils sont sortis à 15 millions. Donc ce qui veut dire que là, même s'il ne réagit pas à l'instant T, en tout cas, ce n'est pas donc un catalyseur haussier. Et en tout cas, dans une telle structure baissière, le catalyseur qui arrivera donc sera déterminant. A priori, même si une bonne nouvelle devait arriver, le marché n'est pas en position donc de pouvoir valider donc une hausse, en tout cas d'importance et une hausse pérenne. Par contre, il a plus de chances donc de valider un décrochage baissier. Et enfin donc l'euro dollar qui lui est bien pareil, hein, on a commencé donc à l'envers puisqu'on commence en horaire en unité 60 minutes. Eh bien, nous voyons que l'euro-dollar, c'était un sujet également qui avait été abordé la semaine dernière, où nous avions donc une structure en épaule, tête-épaule, et l'idée que je vous avais proposée, épaule ici, épaule droite là, tête là, eh bien, c'était donc que l'on revienne dans la zone des 1,08, 1,07. Ça, c'était le Market Inside de la semaine dernière, qui était aux alentours, je crois que c'était le 1er avril ou le 2 avril. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est de voir que nous avons aussi là une faiblesse très importante donc sur l'euro-dollar. Donc c'est encore une fois une structure en épaule tête épaule qui elle donc plutôt orientée à la baisse. Et là donc pour que l'on voit un peu plus clair, ce que l'on va faire, c'est que nous allons repartir en unité daily. Et même plus loin, on va même repartir en weekly. Et ce que l'on peut constater, c'est quoi? Eh bien, c'est de voir tout simplement que depuis un certain temps, eh bien, vous avez donc l'euro-dollar qui, lui, donc, est orienté, donc, comme le pétrole, furieusement à la baisse. Et ce que l'on risque de voir dans les jours prochains, c'est de voir plutôt donc une structure se dessiner en forme de triangle rectangle, puisque quand on voit donc cette forte tendance baissière qui date depuis 2008, hein, puisqu'on était donc aux alentours des 1,60, hein, l'euro valait 1,60 $, et actuellement donc on est à 1,08. Hein. Et bien le fait donc de stagner, de revenir systématiquement sur cette base qui est la base de la parité quasiment, hein, puisqu'on est à 1,08 et les 1,05 ne sont pas loin, eh bien, nous avons donc une grande probabilité de voir donc l'euro-dollar chuter. Et également une question fondamentale, c'est que dans ces périodes de crise, les États, les marchés
ont plutôt tendance à vouloir donc trouver des actifs refuges comme le pétrole, non, pardon, excusez-moi, comme l'or, comme le pétrole, l'or noir, j'ai un peu confondu, mais c'est tous ces métaux précieux qui nous permettent justement donc de placer donc on va dire l'argent sur des actifs solides et le dollar en fait partie. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que la réactivité de la Fed, qui permettait justement donc à certains États d'obtenir des dollars, et bien de leur prêter des bons avec des promesses d'achat de bons du Trésor, donc de bons à 10 ans, d'obligations, pour éviter à ce que justement ils vendent ces obligations. Puisqu'à partir du moment où on vend une obligation, on fait monter les taux d'intérêt. Parce que dans une obligation, il y a deux parties. Il y a une partie donc Bund, qui est traitée donc comme une action, et une partie taux. Et donc la réactivité de la Fed, donc, elle est vraiment très inventive. Ce qui n'est pas le cas actuellement, il faut vraiment le regretter au niveau de l'Europe. Et quand on voit l'Eurogroupe, comment donc il se désaccorde, alors qu'il faut pas justement s'accorder, c'est ce qui explique cela, c'est que le dollar donc sera toujours donc privilégié donc au détriment, paradoxalement justement, de l'euro. Voilà, je vais donc vous proposer, pour vous quitter justement avant, vous parler donc de la clôture sur le CAC. Nous clôturons en hausse de 4,49%, avec un CAC qui vient donc chercher les 4442,75. C'est une bonne nouvelle puisque d'ailleurs le titre de l'analyse matinale parlait justement donc d'une consolidation attendue dans le rebond. Ça faisait justement l'objet justement de la présentation sur le Dow Jones hier. Et le DAX, lui, donc clôture légèrement en baisse à 10 335,12, en baisse de 0,21%, sachant quand même que au cours de la journée, nous étions plus en baisse de 2% que de 0. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et j'espère donc que vous allez passer donc une bonne soirée. Protégez-vous au travers donc des stop loss pour que vous soyez à l'abri justement donc de perdre le capital que vous avez investi. C'est le plus important, les performances, on le voit justement après quand on a protégé son capital. Merci, bonne soirée, au revoir.